La Fondation France-Israël et l'Université de Tel Aviv organisent sous le parrainage... Et la Fondation Rothschild. Et la Fondation Rothschild, effectivement, sous le parrainage de monsieur le sénateur Patrick Kanner, organise le symposium 75 ans des relations entre la France et Israël. Et vous venez de l'entendre, nous sommes en direct en studio avec Muriel Chaim, présidente justement de la Fondation France-Israël. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on va parler de ce symposium, effectivement, ce congrès. Mais d'abord, est-ce qu'on peut rappeler votre mission, la mission de la Fondation France-Israël ? D'abord, la Fondation France-Israël existe depuis une quinzaine d'années. Elle a été créée de par la volonté du président Chirac et du Premier ministre Sharon. Notre mission, c'est de construire des ponts entre les deux sociétés civiles, françaises et israéliennes, dans tous les domaines. Que ce soit économique, que ce soit culturel, scientifique. Tous les domaines nous sont ouverts. Alors, la Fondation France-Israël qui s'engage à remplir pleinement son rôle indispensable de vecteur d'amitié comme d'échange entre nos deux pays. Entre la France et Israël existe une relation unique où la dimension humaine est essentielle. C'est ce que disait justement l'ancien président de la République, Jacques Chirac, en 1995. Vous allez organiser le 17 juin prochain donc ce symposium. En quoi va-t-il consister? Quel est le but justement? Comment ça va se passer? Bon, d'abord, on est accueillis au Sénat. Donc ça veut dire c'est aussi un message fort. Deuxièmement, on sait très bien, il y a depuis 75 ans, les relations, elles ont été parfois un peu montagnes russes, oui. Mais elles sont fortes, elles existent, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan économique, sur différents plans, qui sont visibles ou qui ne sont pas toujours visibles. Mais de toutes les manières, et en ce moment, il y a un certain nombre de tensions, et je crois que c'est important, par rapport à une situation qui se tend aujourd'hui, de rappeler tout ce qui va bien, aussi ce qui ne va pas bien, mais aussi se dire que cette relation, elle est très forte, et oui. Parce qu'on partage des valeurs communes, des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs d'égalité homme-femme. Donc je veux dire, ça c'est très très important. Alors vous le dites, c'est vrai, il y a des tensions entre la France et Israël. Après le 7 octobre, Emmanuel Macron avait appelé à une coalition internationale contre le Hamas et aujourd'hui appelle Israël, on presse Israël au cessez-le-feu avec le Hamas. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? C'est très compliqué. Nous, c'est bien évident qu'en Israël, on a des otages. Vous les avez rappelés. Je vous remercie de rappeler tous les jours le nombre 124. Exactement, et le nombre de jours où qu'ils sont otages déjà. C'est très important. Peu de gens le font. Très peu de gens, malheureusement, alors que d'habitude, les otages, avant, quand il y avait d'autres otages, on voyait tous les jours s'afficher à la télévision. Sur toutes les chaînes. Maintenant, il y a CNews qui le fait. Je veux dire, ça, c'est très important. Donc, c'est vrai que nous, on veut libérer nos otages. C'est très difficile. Il faut savoir, que vos auditeurs comprennent. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le Hamas ne veut pas de pays. Le Hamas n'a aucun intérêt à avoir un pays à côté d'Israël. Eux, ils veulent, quand ils vous disent du Jourdain à la mer, ça veut dire qu'il n'y a plus d'Israël. Mais aujourd'hui, quand vous entendez justement les autorités françaises, en tout cas certains membres, certains responsables politiques parler de reconnaissance d'un État palestinien, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que, comme pour Benyamin Netanyahou, pour vous, c'est une prime au terrorisme? Ce serait une prime au terrorisme? Alors, deux choses. Le problème, ça dépend du moment, ça dépend avec qui. C'est vrai que de créer un État palestinien suite à un massacre, ça pose des questions éthiques. Ça, c'est évident. Le problème, c'est de savoir avec qui. Donc, le Hamas ne peut pas être à la table. Oui. Et parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'une partie du peuple palestinien est victime du Hamas. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on peut arriver avec d'autres Palestiniens, avec d'autres pays, avec des pays arabes, avec qui on est en paix, je vous le rappelle, parce que les accords d'Abraham ont tenu, et ça, c'est très important, malgré tout ce qui se passe. Donc, je veux dire, je pense que beaucoup de pays arabes savent très, très bien le danger que représente l'Iran. Oui. Et donc, avec ses proxys, que ce soit les Houthis, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas. Donc, c'est très, très important. Donc là, on a peut-être une fenêtre d'opportunité. Alors, le 7 octobre, justement, depuis le 7 octobre, vous êtes extrêmement mobilisés avec la Fondation. Vous avez lancé une campagne, un appel pour soutenir notamment les rescapés du massacre du Hamas, notamment ceux qui ont été grièvement blessés. Votre objectif, soutenir 1000 personnes pour un montant d'1 million d'euros, je crois. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, ce qu'on a fait d'abord, c'est
c'est que tout au début, on a envoyé de l'argent aux hôpitaux. Les hôpitaux du Sud, bien entendu. Et on a envoyé 600 000 € aux hôpitaux à Soroka, à Kaplan, à Barzilai, au centre de réadaptation de Leovenstein et un peu aussi à Rambam quand ça commençait à chauffer dans le nord. Après, on s'est rendu compte que maintenant, le grand défi d'Israël, ça va être tous les gens qui sont traumatisés par cette guerre. Avec le nombre d'enfants traumatisés, il y a 225 000, je vous rappelle qu'il y a 225 000 personnes déplacées qui ne vivent pas dans leur maison. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de vivre pendant 6 mois dans une chambre d'hôtel avec 2 gosses de moins de 12 ans. Ça doit pas être très très facile. Oui. Donc je veux dire, c'est vrai que les enfants ont perdu souvent leur jouet, leur animal domestique, leur maison, leurs copains. Donc c'est vraiment des gosses qui sont complètement traumatisés. Il y a un énorme... Alors ce qu'on fait, c'est que justement, on soutient des associations qui travaillent avec les gens qui sont traumatisés. Les estimations sont qu'il y aura à peu près 4 à 5% de la population. Ça fait 4 à 500 000 personnes. Ouais. C'est énorme. Et vous financez notamment, en tout cas vous souhaitez financer des groupes thérapeutiques, c'est ça, C'est ce qu'on fait. À hauteur de 1 session par semaine pendant 4 mois. C'est ça, c'est ce qu'on fait. Et ce sont des thérapies de groupe parce que d'abord, je pense qu'on n'a pas le luxe, vu le nombre de gens, on n'a pas le luxe de faire de la thérapie individuelle. Donc, on fait des thérapies de groupe. Mais les thérapies de groupe, il faut savoir, marchent très bien quand les gens ont vécu le même traumatisme. Oui, c'est-à-dire que par exemple, des personnes réunies au Festival Nova qui ont vécu ce qui s'était passé, qui étaient ensemble à ce moment-là, si elles sont ensemble pour témoigner, pour raconter, ça se passera mieux. Voilà. Exactement. Ouais. Et il faut aussi savoir, c'est que, je ne sais pas si vous imaginez le défi que c'est d'avoir même assez de thérapeutes. Il y a un problème d'argent, mais il y a un problème aussi de le nombre de thérapeutes pour prendre en charge tous les gens qui ont été traumatisés. Alors, on va revenir sur ce symposium, 75 ans des relations entre la France et Israël. Effectivement, alors ça va se dérouler en plusieurs parties. D'abord, on aura Daniel Saada, je crois, ancien ambassadeur d'Israël en France. Hein. Exactement, Daniel va reprendre toute la partie historique. Parce que il faut regarder le présent à la lumière du passé pour construire l'avenir. Il faut voir ce qui marche pas, quelles sont les zones de force et quelles sont les zones de faiblesse. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entendez Israël colonise, Israël n'est pas légitime finalement, c'est important de parler de ces faits d'histoire, de revenir sur ces faits d'histoire. Vous savez, Yankelevitch disait à l'époque, donc parce que ça fait quand même plusieurs années, qu'un jour, on nazifierait les Juifs. Il avait déjà compris. Or, finalement, le narratif palestinien, c'est de reprendre ce qui a été à l'origine de la création d'Israël. Les nazis, le fait qu'ils n'avaient pas de terre, etc. Donc, c'est vraiment une construction en miroir. Alors, il y aura les liens historiques de la France avec la Terre Sainte depuis l'accord des capitulations de 1536 passé entre l'empereur ottoman Soliman le Magnifique et le roi de France. Il y aura ensuite la dimension diplomatique avec Éric Danon. Alors ça, c'est aussi votre sujet. Oui, alors Éric Danon, qui était l'ancien ambassadeur de France en Israël, qui d'ailleurs a rejoint le board de la Fondation, est quelqu'un d'absolument... qui n'a pas de langue de bois. Et ça, c'est très, très agréable. Et je pense que les gens vont s'en rendre compte et il répond vraiment d'une manière... on sait exactement où on en est. Oui, parce que en fait, ça va être expliqué. Il y a eu un âge d'or des relations franco-israéliennes au début de la naissance de l'État d'Israël. Hein. Jusqu'en 67. Jusqu'en 67, la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, où il y a eu un embargo sur les pièces détachées des avions, puisque toute la flotte d'avions militaires israélienne était française. L'ambivalence des relations entre 1967 et 2000 et la période actuelle depuis 2000. Alors comment vous jugez, vous, l'évolution de cette relation? Bien qu'elle soit toujours forte, est-ce que c'était mieux avant? Comment vous voyez les choses? On ne peut pas dire que c'est mieux avant, parce que par exemple, on a énormément d'échanges économiques entre la France et Israël, ils n'ont jamais été aussi forts. Ouais. Donc ça aussi, c'est des points. Vous savez, il y a la réalité, les échanges économiques, c'est la réalité. Il y a aussi beaucoup d'échanges malgré ce que l'on dit avec les universités. Donc, je crois qu'il faut pas se laisser leurrer par des... Alors, c'est évident que certaines déclarations ne nous font pas plaisir, c'est évident que certains votes ne nous font pas plaisir. Ouais. Mais quelque part... D'abord, il y a une communauté française forte en Israël. Il y a 170 000 Français, donc qui maintiennent aussi des liens entre la France et Israël. Et puis, il y a beaucoup d'échanges. Il y a énormément d'échanges. Alors ça, ce sera pour la dimension diplomatique. Et puis, il y a la dimension spirituelle. C'était important pour vous d'avoir quelqu'un qui n'est pas juif, qui soit présent? Alors, le frère Louis-Marie Coudray est le prieur de l'abbaye bénédictine d'Abou-Gosh. Il faut savoir que les bénédictins sont parmi les ordres, l'ordre le plus favorable à Israël.
Donc, ils habitent à Abu Ghosh, qui est un village qui, dès 48, a fait le choix d'Israël, qui est un village arabe. Ouais. Dès 48, ils ont fait le choix d'Israël. Donc, c'est un village très, très particulier. Et à l'intérieur de ce village particulier, l'abbaye bénédictine est aussi très particulière. Et quand vous écoutez, et là aussi, le frère Louis-Marie, il était venu pour, je crois, 2 mois. Ça fait 35 ans qu'il est en Israël ou 40 ans qu'il est en Israël. Donc, quelque part, il a dû y trouver quelque chose. Et la parole des bénédictins est très particulière parce que quand c'est Abu Ghosh vient de Bec-et-Luin en Normandie et le prieur de Bec-et-Luin, quand il les a envoyés, il a dit « Venez avec humilité, vous installez en Terre Sainte ». Et ce n'est pas un discours très courant d'habitude. Alors cet événement commencera très tôt le matin, il y aura plusieurs tables rondes, il y aura ensuite une table ronde aussi avec François Heilbronn, qu'on connaît bien, qui va modérer des débats, alors notamment sur les relations scientifiques, sur la coopération culturelle. Oui, voilà. Donc, on aura Georges Diener, qui est le directeur de l'Institut français de Tel Aviv. Et sur la partie scientifique, on aura David Harari. Et vous savez que David est le père des drones. Oui. Et Dov Zera également. Et Dov Zera, bien entendu, pour la partie économique. Alors ça, c'est pour la table ronde numéro 2 entre 10h30 et 11h30. Et puis, juste après, entre 11h30 et midi et demi, perspective politique pour l'avenir d'Israël. Oui, c'est ça, parce que malgré tout, le 7 octobre a changé la donne. Donc, c'est important d'arriver à se projeter dans l'avenir. On peut pas, c'est la seule... il faut continuer, de toutes les manières. On n'a pas le choix, on s'en sortira. Et vous le savez très bien, on a un pays. Parfois, je dis, mais il n'est pas très grand, donc laissez-nous tranquilles. Il n'est pas très grand, on n'est pas très nombreux. Alors, pourquoi vous nous ennuyez autant? Mais bon, apparemment, c'est pas comme ça que les gens réfléchissent. Mais il faut avoir des perspectives d'avenir. Il faut réfléchir qu'est-ce qui va se passer après. Comment on va pouvoir construire une coopération? Comment on va pouvoir continuer à vivre les uns à côté des autres? Un débat qui sera modéré par Gérard Inger notamment. Alors, si on veut participer, Muriel, comment s'y prendre? C'est très simple, on s'inscrit, contact@fondationfranceisraël.org et on envoie à la demande du Sénat sa date et son lieu de naissance. Donc ça aura lieu lundi 17 juin entre 8h30 et 13h. Voilà, il faut arriver de bonne heure parce qu'il y a la sécurité au Sénat, il faut s'inscrire. Bien sûr. Donc, voilà. Au palais du Luxembourg, salle Médicis dans le 6e arrondissement. Merci beaucoup. Vous pouvez vous renseigner aussi, j'ai un numéro 01 82 28 95 85, 01 82 28 95 85. Réponse souhaitée avant le 10 juin. Oui, parce que je dois transmettre les listes le 11. Merci beaucoup Muriel Chaim d'avoir été avec nous, présidente de la Fondation France Israël. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.